on a un plan d'action petit gibier Ouais, tout à fait. pour 5 ans qui est en cours. A priori, tout se passe plutôt bien. Ouais. D'après vous, qu'est-ce qu'on a comme retour sur ce plan d'action petit gibier et cette mise en place du collectif Perdrix et du collectif Faisan, on va dire? Alors, donc, pour le collectif Perdrix, c'est un véritable succès quand même, puisqu'on est arrivé à aider les chasseurs à renforcer leur population. L'année dernière, c'est 10 000 perdrix qui ont été lâchés. Alors, l'option, bien sûr, c'est l'adoption. Ça fonctionne bien. On a de plus en plus de demandes. Les gens sont satisfaits. Moi, j'en suis très content. Et au moins, on préserve une chasse de petit gibier, une chasse de plaine, c'est essentiel. Pour ce qui est du faisan, c'est pareil. C'est quand même le gibier qui a une marge de progression importante. C'est rare maintenant. Donc, il faut absolument continuer à développer des actions faisan. D'ailleurs, ça va être fait au niveau national. Il y a une réunion importante. On a chez nous un plan d'action qui est de 100 000 € et il faut y aller, profiter. Le faisan, c'est passionnant, c'est super, c'est un super oiseau. Ça profite aux chasseurs, aux non-chasseurs, aux chasseurs avec son chien, parce que quand on chasse le faisan et qu'on n'a pas de chien, on est un petit peu aveugle. Donc il faut qu'on continue à promouvoir ces plans d'action, ces plans de mise en place de faisans en Seine-Maritime. J'ai aussi entendu dire dans les chaumières que la particularité des plans d'action petit gibier en Seine-Maritime se faisait à partir de populations sauvages. Alors prioritairement, effectivement, ce sont des animaux issus de souches sauvages. Donc l'idée, en fait, est de collecter des œufs d'oiseaux sauvages en nature, de les faire reproduire, et c'est les oiseaux issus de cette reproduction qui vont servir de base au peuplement ou au renforcement de ces populations. L'origine des faisans, c'est l'origine d'une population naturelle issue de nos amis du Loir-et-Cher, où annuellement nous allons collecter quelques oiseaux, donc sur un territoire où il n'y a pas eu de lâcher depuis maintenant plusieurs décennies. Et donc ces oiseaux servent de base à l'élaboration, entre guillemets, d'une souche qui va devenir la base de nos efforts de peuplement de faisans à l'échelle du département. Il est important de pouvoir s'appuyer, dans le cadre des opérations d'implantation ou de renforcement, sur des oiseaux avec des souches les plus naturelles possibles. On a aussi une enveloppe très importante sur les prédateurs, on ne le souligne pas assez. On est sûrement un des départements qui finançons le plus par rapport à notre nombre de chasseurs, les piégeurs. Et ça, tant qu'on pourra, on maintiendra ça. Et on peut donner le chiffre ou... L'enveloppe sur les prédateurs, c'est 70 000, 80 000 avec les actions qu'on mène autour, voilà, qui sont uniquement consacrées aux piégeurs. Donc ça, c'est en plus du plan d'action petit gibier en de 100 000. plus, oui, c'est en plus. D'accord. Mais on ne peut pas faire de petit gibier si on n'a pas une action sur les prédateurs. Donc voilà, c'est global, je pense que c'est bien équilibré, et il faut absolument qu'on se mette en position de conserver ce qu'on a mis en place là, parce que c'est un succès. Alors, ça serait quand même dommage, parce qu'on ne peut plus payer de dégâts de sanglier, on puise dans la caisse, dans le fonds de gestion, là, pour les sangliers. Non, il faut être raisonnable sur les sangliers, continuer à pouvoir en prélever, mais de façon raisonnable, et qu'on maintienne nos plans de soutien petit gibier. C'est essentiel pour l'avenir de la chasse. Les jeunes s'intéressent avant tout au petit gibier. Ils commencent par le petit gibier pour après monter et aller vers le grand gibier. Enfin, normalement, ça devrait être comme ça. C'est pas toujours le cas. La fédération a également mis en place un service aux chasseurs dans le cadre de la limitation des populations de renards en particulier. Oui, des prédateurs en général, mais du renard en particulier. Annuellement, il se prélève à l'échelle du département près de 10 000 renards. Bon. Et ce depuis maintenant quelques années, disons 5 à 6 ans, où en définitive, le renard reste quand même le prédateur prioritaire de ces oiseaux qu'on tente de sauver et qu'on tente de maintenir, voire développer à l'échelle de notre territoire. Est-ce qu'on a réussi, avec les comptages qu'on fait depuis de nombreuses années, est-ce qu'on a réussi à faire un parallèle entre la bonne santé des populations d'oiseaux gibiers et l'abondance des renards?
Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les efforts qui sont menés par la Fédération, dans ce qu'on évoquait dans tout ce qui est peuplement, renforcement et ainsi de suite, avec un maintien d'une pression de régulation des populations de renards, permet à ce jour de pouvoir affirmer que nous maintenons à minima les niveaux de population, voire nous développons des populations de perdrix et de faisans, voire de lièvres à l'échelle du département. Nous allons vraisemblablement être tenus de distribuer un petit peu autrement l'emploi du temps du service technique. Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans la demande des chasseurs de petits gibiers, comme nos adhérents de GIC par exemple? Alors en définitive, les demandes sont variables, entre guillemets, d'une structure à l'autre. Je dirais que les plus anciennes structures et celles qui couvrent la plus grande partie du département, c'est-à-dire tout ce qui est à l'est du département, sont des structures qui sont aujourd'hui quasiment autonomes. Pour autant, l'objectif, c'est d'essayer de maintenir ce dynamisme. On évoquait le piégeage il y a quelques instants, de maintenir ce dynamisme. Et pour maintenir ce dynamisme, il faut effectivement aller rencontrer, il faut que les personnels de la fédération aillent rencontrer ces piégeurs, ces déterreurs, de façon à maintenir cette volonté de pouvoir asseoir une politique petit gibier sur le trépied qui est, je le rappelle, la gestion des espèces de petits gibiers, la gestion des prédateurs et l'aménagement du territoire. J'ai l'impression que demain, le monde de la chasse va avoir un œil attentif à l'amélioration de la biodiversité. Je dirais qu'il l'a déjà et depuis fort longtemps. On a été, je dirais, les premiers dans le cadre de l'aménagement des territoires avec les premières plantations, les fameuses opérations 1000 buissons que tout le monde connaît aujourd'hui, les jachères environnement faune sauvage qui datent quand même maintenant d'une trentaine d'années, la mise en place aussi des cipans, là, ces fameuses cultures de dérobés qui permettent de maintenir du couvert en plaine en période hivernale. Donc tout ça va dans le sens du maintien et du développement de la biodiversité. Tout cet aménagement de la structure agricole bénéficie forcément aux espèces qui nous intéressent en priorité, nous chasseurs, que sont le lièvre, la perdrix, le faisan. Mais il ne faut jamais oublier que ces éléments sont favorables au développement de la biodiversité au sens large. Je veux dire, si on veut maintenir des populations de perdrix et de faisans, il faut que pour les 3 premières semaines d'existence de ces oisillons, ils aient matière à trouver des insectes. Et en fait, ces insectes, ils peuvent les trouver grâce aux aménagements que l'on essaye d'instaurer en plaine pour faire revenir cette biodiversité favorable à tout le monde. On a très longtemps dans notre département tatillonné à savoir quand est-ce qu'on ouvre, quand est-ce qu'on ferme le lièvre, quand est-ce qu'on ouvre, quand est-ce qu'on ferme le faisan, la perdrix, etc. Beaucoup de mécontentement des chasseurs, personne n'est d'accord. J'ai l'impression que là, ça s'est apaisé et qu'on a trouvé une formule qui satisfait à peu près tout le monde. On l'a vu cette année, au cours des chasses, etc., pour peut-être la première fois depuis un certain nombre d'années, j'ai pas entendu parler de date de chasse. Tout le monde est satisfait dans le sens où... Alors, c'est certain que chacun a fait un pas vers l'autre. Bon, c'est bon. Et on a des ouvertures maintenant un peu plus simplifiées, tout le monde y comprend. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est maintenir le cap et ne plus changer tous les ans les dates d'ouverture et de fermeture. Parce que sinon, on s'y retrouve pas. Voilà, alors je demande à ceux qui sont pas tout à fait satisfaits de continuer à essayer de voir les choses de façon globale, mais on a vraiment besoin, dans cette fédération, de faire des choses simples, de simplifier pour que tout le monde s'y retrouve. Voilà, mais les complications qui sont des fois, bien sûr c'est la fédération qui au final le met dans l'arrêté préfectoral ou le demande au préfet, mais on a quand même l'impression des fois que ce sont les chasseurs qui ont des demandes différentes et qui nous font nous gratter la tête et avoir des choses qui deviennent compliquées. Ils sont aussi un peu coupables des fois, non, de la complexité des choses. Ah mais bien sûr, c'est la demande des chasseurs. De toute façon, la fédération porte la demande des chasseurs, enfin d'un certain nombre de chasseurs, de ceux qui participent aux assemblées générales, les actifs, enfin que l'on voit, qui votent, etc. Donc c'est eux qui portent ça et qui ont fait quelquefois qu'on a des plans de gestion qui sont très complexes. Ça devient kafkaïen, quoi. On a vu à travers les plans de gestion de faisans des choses très très complexes. Il faut simplifier pour le bonheur de tout le monde. Voilà. Je pense que ça c'est essentiel.
Après, il y a un autre volet que j'aimerais vous parler quand même, c'est la garderie. On travaille sur les prédateurs, on travaille sur le renforcement des populations, on travaille sur les plans de gestion. S'il n'y a pas un contrôle de tout ça, je pense qu'il manque quelque chose. On sait qu'on a l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui est chargé de la garderie, qui a disparu, qui va devenir Office français de la biodiversité. Ces missions vont changer, il y aura toujours une mission de garderie, mais ils vont sûrement changer. Il faut qu'on se mette en fédération, en position d'avoir un contrôle de nos plans de gestion. Sinon, je pense que, là encore, c'est toujours les bons qui paieront pour les mauvais. Et ça, c'est mauvais pour l'ambiance générale. Il faut qu'il y ait un contrôle sur le terrain pour que tout se passe bien. Et il va être mis en place, à titre expérimental, dès l'exercice 2020-2021, une garderie fédérale. Elle va commencer petitement, et on essaiera de la faire évoluer pour avoir au moins une présence sur le terrain et que certaines choses rentrent dans l'ordre. Voilà. En espérant, bien sûr, que le sanglier n'empêche pas tout ça de tourner. Alors voilà, donc malheureusement on en est là parce que c'est une enveloppe financière, forcément, même si on essaye d'optimiser les choses. Alors il faut, bien sûr, il faut des moyens. Alors les moyens, il ne faut pas que le sanglier nous mange tout. Il nous mange des cultures, il nous mange, mais alors qu'il ne nous mange pas nos budgets. Voilà, il se débrouille. En plus de cette augmentation des dégâts de sanglier, on a aussi vécu cette nouvelle loi chasse qui a rebattu un petit peu les cartes quand même. Oui. Alors la loi chasse voulue par l'équipe nationale a renforcé la fédération nationale, avait pour but de renforcer les régions et effectivement ça renforce les fédérations régionales. Par contre, les fédérations départementales se sont trouvées appauvries, parce que tout ça ce sont des glissements, des flux financiers qui glissent. Quand il y en a un qui grossit, l'autre maigrit. Ça, voilà, faut pas rêver. La réforme de la chasse a fait que quand un chasseur prend un permis national, il n'y a plus de timbre grand gibier. Donc nous, on a perdu, du fait que nos chasseurs aient à 60% pris un permis national, on a perdu 6000 fois 35 €. Voilà, net et précis. Et puis, comme pour avoir un permis départemental attractif pour pas trop en perdre, on a baissé notre timbre grand gibier qui existe encore dans le timbre départemental. On a encore perdu. On a perdu 250 000 € avec la loi chasse. Voilà, sur la caisse des gars. Bon, voilà, donc il faut accuser le coup. Mais ça, plus une augmentation des indemnisations aux agriculteurs, là, ça nous met dans la difficulté, c'est sûr. Après, j'ai quelques inquiétudes aussi au niveau de notre pôle réseau, parce que les missions sur la biodiversité, j'ai l'impression que dans cette loi chasse, ils s'orientent vraiment vers le niveau régional, et j'ai peur que nous, on soit mis en difficulté au niveau départemental. La facture des dégâts devient forcément prioritaire sur tout le reste que puisse faire une fédération des chasseurs. Oui, c'est vrai pour la Seine-Maritime, c'est vrai pour toutes les fédérations. Au niveau national, on est dans une situation très complexe. 80 millions d'euros de dégâts au niveau de sangliers pour la France, c'est pas gérable. En Seine-Maritime, c'est 1 400 000 quand on compte les frais d'expertise et les frais de gestion. Quelles sont nos marges de manœuvre? Qu'est-ce qu'on doit dire à nos chasseurs? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire diminuer cette facture? Alors moi, je vais pas me prononcer sur la politique de gestion du grand gibier. C'est pas mon job à la Fédé. Mais le trésorier, lui, il est là pour constater le fait qu'on est en déficit et il est obligé de proposer des choses pour mettre en adéquation les recettes et les dépenses. Voilà. Moi, je suis obligé de dire aux chasseurs qu'à l'heure actuelle, la situation n'est pas tenable. Un sanglier en Seine-Maritime coûtait 150 €, il en coûte 170 € par an de dégâts. Voilà, quand vous avez tué un sanglier de 3 ans, il a fait 110 € de dégâts. Voilà, vous mettez un bracelet à 35 € dessus, oui, certes,
ça fait mal au portefeuille quand on met un bracelet de 35 €, mais imaginez bien que ça suffit pas pour boucher le trou.